Madame Janvier. Merci, Monsieur le Président. Donc, je suis rapporteur pour la partie usage récréatif du cannabis. Donc, je souhaitais d'abord réagir à votre exposé qui était à la fois très précis et très intéressant, notamment sur les objectifs, les deux objectifs que vous avez rappelés, à la fois sur la réduction des usages et sur l'aspect sécurité, notamment concernant les trafics. Je partage tout à fait ces objectifs et je considère que c'est un enjeu de santé publique et que finalement le défi qui nous est collectivement posé, et en particulier au sein de la commission des affaires sociales où je siège, est ce constat que nous pouvons faire d'une augmentation de la consommation. Alors, pas chez les jeunes, vous l'avez rappelé, mais d'une augmentation de la consommation de façon générale. On arrive aujourd'hui à près d'un Français sur deux qui a expérimenté le cannabis, alors même que les saisies augmentent et que le modèle français est parmi les plus répressifs. Donc, et d'ailleurs, l'autre constat que l'on peut faire et que vous avez fait également est sur finalement une consommation de produits de plus en plus toxiques, avec une augmentation du taux de THC à la fois dans la composante résine et herbe. Et ça, c'est là encore une difficulté, puisque vous avez fait établir un lien entre le taux de THC et la fréquence de consommation. Et on peut faire le même lien sur les effets et les risques associés à cette consommation que vous avez rappelé et que je trouve en effet important de rappeler: la conduite sous emprise, la décompensation de pathologies psychiatriques, notamment psychose, mais je pense aussi à la schizophrénie, les effets sur le développement du cerveau, notamment avant 25 ans, et donc l'usage avant 25 ans est évidemment beaucoup plus problématique, le risque de perte d'emploi que vous avez rappelé également. Mais donc, je m'interroge sur finalement les effets qui me semblent à ce jour très limités des démarches à la fois de prévention et de sensibilisation sur cette consommation. Et je voudrais notamment vous interroger sur des exemples que vous auriez pu étudier, notamment à l'étranger, sur l'éducation à l'usage, à la fois en termes d'âge et aussi en termes d'usage, de type de produits consommés. Est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il va y avoir des expérimentations à ce sujet en France? Est-ce que vous connaissez, vous avez entendu parler d'expériences ou d'associations qui proposent des actions de ce type? Et vous me voyez sans doute venir. Je considère qu'en effet, on a comment dire, il y a la nécessité de mettre en place une politique de santé publique sur cette question-là, et d'avoir évidemment comment dire, une démarche qui soit financée par des recettes qui aujourd'hui comment dire, alimentent les circuits mafieux que nous connaissons. D'abord, Madame la députée, sur la question finalement un peu que vous posez aujourd'hui de la prévention. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? On a une exception de la prévention à la Mildeca qui va évidemment de la prévention, ce qu'on appellerait primaire, c'est-à-dire information sur les risques, mais aussi, pardonnez-moi de m'attarder un instant là-dessus, on a cherché quand même pendant longtemps, et on cherche toujours, à évaluer les programmes qui fonctionnent bien pour faire en sorte que les plus jeunes, les adolescents, ne passent pas de l'expérimentation, somme toute assez normale, parce qu'on est à la période où de toute façon on est à l'adolescence à tester les limites, à précisément un usage régulier et encore moins une addiction. On a cherché longtemps des programmes qui marchaient. On a souvent abordé les questions par la mise en évidence des risques spécifiques liés à tel ou tel produit psychoactif, désormais des usages qui sont sans substance, je le disais tout à l'heure. Je crois qu'on a quand même trouvé aujourd'hui, en France en tout cas, un certain nombre de programmes qui fonctionnent bien, qui permettent de travailler sur des ressorts assez intimes en réalité des personnes, les programmes dits de renforcement des compétences psychosociales qui ont été évalués avec sérieux, qui permettent d'éviter de faire une approche par produit. On n'en finirait pas, sinon il y a des nouveaux produits de synthèse qui poussent toutes les semaines aux quatre coins du monde et qui arrivent en France et qui permettent de donner finalement la capacité aux jeunes adolescents et aux jeunes adultes de mieux se défendre face à l'ensemble des sollicitations.
L'addiction, en gros, c'est un phénomène à 3 composantes. Vous avez à la fois des produits particulièrement addictifs et dangereux. Le plus addictif d'entre eux, c'est très certainement la nicotine aujourd'hui, enfin, si on regarde un peu la littérature. Le cannabis l'est beaucoup moins en ce sens-là. Ça, je suis tout à fait d'accord, répondant ainsi un peu à une question suivante. Vous avez des environnements, et là, je parlais tout à l'heure du fait de faire respecter des interdits qui existent, permettre que, que ce soit plus difficile pour un mineur d'accéder à de l'alcool et du tabac. Ça, c'est un environnement, on va dire, un petit peu sociétal. Vous avez aussi l'environnement familial qui compte énormément. Si on est dans une famille aujourd'hui dont les 2 parents fument quotidiennement du tabac ou sur la table desquels tous les soirs il y a de l'alcool, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une banalisation et cette banalisation de la consommation par les parents se retrouve plus tard dans les risques pris par les jeunes. Et puis vous avez une troisième composante, pardonnez-moi, j'atterris ensuite sur les composantes psychosociales, mais qui est finalement les capacités de l'individu à résister face au risque d'addiction. Et là, vous avez des caractéristiques, j'allais dire, pratiquement génétiques, hein, on n'est pas tous égaux devant ce risque-là, et puis vous avez ces caractéristiques un peu acquises qui sont finalement savoir acquérir ses compétences psychosociales, la capacité à avoir confiance d'abord en soi-même, en les autres, savoir se comporter vis-à-vis d'un groupe qui va vous solliciter le cas échéant, avoir une bonne estime de soi, c'est extrêmement important. Et on voit que c'est ces ressorts-là qui fonctionnent bien, notamment s'ils sont développés en milieu scolaire, grâce à des programmes relativement précis et que, j'allais dire cerise sur le gâteau, en tout cas ce qui était très intéressant, c'est que ça permet de limiter un certain nombre d'autres risques, notamment la violence dans les établissements scolaires. Ça aide à la réussite éducative et donc aujourd'hui, on a un certain nombre de programmes. Je parlais tout à l'heure du fonds de lutte contre les addictions que vous avez voté dans le cadre du PLFSS, 120 millions d'euros. Une bonne partie de ces crédits sont désormais destinés à réussir à déployer plus amplement ces programmes de renforcement des compétences psychosociales. Ça ne veut pas dire, pour revenir à votre question précise, qu'il n'y ait pas aujourd'hui nécessité pour ce produit, comme pour tous les autres, d'abord de pointer les risques singuliers et secondairement d'avoir une politique dite de réduction des risques. C'est-à-dire on a des personnes qui aujourd'hui, que ce soit pour le cannabis, pour l'alcool, pour le tabac ou pour toute autre addiction, les personnes sont en incapacité de s'arrêter. Donc dans ce cas-là, on est bien d'accord qu'on est bien plutôt dans des politiques d'accompagnement, de réduction des risques, d'avoir un certain nombre de bons réflexes pour éviter le cas le plus emblématique. On l'a tous connu dans les années 80, enfin pour ceux qui avaient l'âge de le faire, mais c'était évidemment les risques de contamination par des virus qui existent encore aujourd'hui pour un certain nombre de pratiques d'injection ou d'inhalation. Donc voilà, il ne faut rien exclure. On a une palette tout à fait considérable d'actions possibles. Le tout, c'est que moi, je veux pousser les actions qui fonctionnent. Les CPS en sont une.